Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le très vénérable harnais de combat CF-82 ou modèle 82 de l'armée canadienne. Le système lui-même de transport, le harnais de combat, a été bien sûr introduit en 1982 et c'est la dernière grande mise à jour du 20e siècle pour l'armée canadienne concernant des équipements de combat pour l'infanterie. Durant la période qu'on a eue entre la Deuxième Guerre mondiale, bon, la grande période, on pourrait dire, de la guerre froide, euh, certaines armées, comme l'armée canadienne, dépendaient beaucoup ou étaient très influencées par des équipements de certaines époques, comme l'armée canadienne. On avait énormément d'influence de l'armée américaine et britannique. On le voit par nos casques et différentes pièces d'équipement. Donc, vers les années fin 70-80, il y a une espèce de recrudescence, on pourrait dire, de nationalisme et de développer des systèmes qui sont bien propres à certains pays. On l'a vu avec les Français, les Allemands, les Anglais et autres. Donc, l'armée canadienne n'était pas une exception et ont développé le système modèle 82 ou CF-82. Donc, à cette époque, l'OTAN avait des standards et l'armée canadienne s'était pliée, on pourrait dire, ou utilisé le système de l'OTAN, le STANAG, qui est un standard de l'OTAN, 2311, qui permettait d'avoir un système qui pouvait être totalement ou partiellement utilisable, au moins dans trois formes je voudrais dire, de combat ou d'ordre d'utilisation. Les études faites à l'époque avec le STANAG 2311. Donc, c'était une étude qui était faite, bien sûr, au niveau de l'armée canadienne, mais aussi au niveau de l'OTAN et de l'armée américaine, on pourrait dire aussi. Donc, on avait les différents départements. Donc, le NATIC, que certaines personnes connaissent assez bien, département de maintenance et de l'ingénierie, par exemple, le DCGEM, développement de la défense civile et l'Institut environnemental de médecine, le DCEM, bref, beaucoup de mots en trois lettres. Bref, il y avait énormément d'agences qui ont travaillé au développement de ce système. Et on arrivait, entre autres, avec ce qui est un peu dans mon temps, les règles de 3, par exemple. Un soldat dans certains ordres, doit, exemple, être capable de transporter un tiers de son poids sans aucun effet néfaste sur une longue période. Ensuite, on a une règle de 2 tiers, donc doit être capable de transporter les 2 tiers de son poids sans effet cumulatif ou effectif, on pourrait dire, avec ses opérations. Et on a la règle 3-3, donc complet. Bon, bref, c'est un autre système. Mais c'est pour vous dire que le développement ici était très moderne et certaines de ces normes sont encore en vigueur maintenant. Donc, le système CF-82 est vraiment une amélioration, on pourrait dire, avec l'ancien système, le P64 ou Pattern 64, très influencé, on pourrait dire, par les Britanniques. Donc, ici, on a vraiment un système qui correspond vraiment à une manière que le soldat peut utiliser des pièces d'équipement vraiment spécifiques à des missions. Et ce système a été utilisé pendant plusieurs décennies. Donc, dans mon temps, on avait des FNC-1. Ensuite, on a eu la FNC-7 comme arme de combat, par exemple. Donc, on a eu certaines modifications au niveau des portes-chargeurs, que je vais expliquer chacune des pièces tantôt. Donc, ce système a évolué un peu. Même le porte-pelle de combat a eu deux influences. Le porte-masque à gaz. Donc, l'armée canadienne était en restructuration, en modernisation. Il y avait encore certaines influences qu'on pourrait dire de l'ancien système P64, puisque j'ai vu des pièces d'équipement comme le porte-boussole, par exemple, qui était l'ancien, enfin, c'est dans mon temps, mais il y avait encore certaines pièces de type P64 qui étaient utilisées. Ensuite, il y a eu des modifications avec les armes. Donc, comme j'expliquais, on a eu la FNC1 et ensuite la C7. Donc, il y a eu des modifications sur ces pièces d'équipement. Et aussi, les soldats, comme n'importe quelle armée, toutes les pièces ne sont pas parfaites, donc palliaient d'une manière ou d'une autre avec le bon vieux duct tape et d'autres trucs
pour corriger certains problèmes. Et même ici, je vais l'expliquer tantôt, cette fameuse poche qui servait pour la cantine, la gamelle, a eu un usage double. Donc, voilà. Donc, les normes STANAG 2311 devaient inclure 3 ordres, on pourrait dire, d'attirail ici. J'ai essayé de traduire le mieux possible que j'ai, comme je vous dis, c'était pas très, très évident. Puisque je n'ai plus l'ancien manuel, même s'il est disponible, je n'ai plus l'ancien manuel et voir les traductions. Mais on pourrait dire qu'il y a 3 ordres à utiliser avec ce système. Le premier, c'est ce que je pourrais dire l'ordre de combat. L'ordre de combat, c'est les actions immédiates. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, immédiatement? Donc, est-ce que c'est du combat urbain, donc du CQB par exemple, ou si je me suis en patrouille, exemple, c'est un système très allégé. Donc, souvent, l'ordre des médias va inclure que l'essentiel qu'on a besoin de, les munitions et tout et tout. Ensuite, ce que je pourrais dire, l'ordre de bataille. Je sais que c'est un peu mêlant, je vous même dit en anglais ou en français, c'est un peu mêlant, mais un ordre de combat et un ordre de bataille. Enfin bref, j'ai fait la meilleure traduction possible. L'ordre de bataille, ça serait les opérations, spécialement d'infanterie, pour une période de 24 heures. Donc, on portait plus de munitions, donc plus d'éléments de combat. Ça pouvait inclure, bien sûr, le masque à gaz, ça pouvait inclure d'autres pièces d'équipement. Donc, on portait ce qu'on devait pour une période étendue, généralement 24 heures. Et la dernière, c'est l'ordre de marche, qu'on appelle maintenant de manière plus moderne le FFO, le Full Fighting Orders. Donc, c'est l'ordre de marche complet. Donc, on portait son matériel, comprenez-vous, avec le sac à dos, le sac de couchage, les harnais de combat. Bref, on était chargé au maximum. On pourrait dire un peu que ça correspond aux normes de tiers que j'expliquais tantôt. 1 tiers, 2 tiers et ensuite 3 tiers pour le FFO. Maintenant qu'on a fait une légère introduction, je vais nettoyer un peu la surface de travail et je vais vous expliquer. On va reconstruire. Il y a plusieurs vidéos, spécialement en anglais, qui vous montrent le harnais de combat et vous expliquent. Mais moi, je voulais faire un angle un peu différent. Je veux qu'on reparte à zéro. On va expliquer chacune des pièces. J'ai pratiquement toutes les pièces du harnais de combat. Il manque une pièce ou 2 spécialisées, mais c'est pas très grave. Donc, on va le déconstruire. On va partir vraiment de chacune des pièces. Puis ensuite, on va essayer de les mettre dans un contexte, on pourrait dire, survivaliste. Ou bushcraft, on pourrait mêler plusieurs choses ensemble. Donc, voilà. Je vais nettoyer tout ça et je vous reviens. Commençons par la fondation, on pourrait dire, du harnais de combat CF82, qui est la ceinture. Vous allez remarquer qu'à travers les années, quelquefois, les boucles d'attache, les couleurs vont changer un peu au cours des années. J'avoue que, à travers le temps, je n'avais pas tout remarqué ces choses-là avant que je fasse une vidéo un peu plus sérieuse sur le sujet. Bref, ici, vous avez une ceinture. L'intérieur, qui est une espèce de duck cotton qu'on appelle, un coton extrêmement rigide. Et l'extérieur est un nylon balistique qui ressemble ici à un D500. Donc, d'excellente facture. Donc, les deux sont cousus ensemble. À l'époque, évidemment, dans les années 80, il n'y avait pas de super système Molly Tactical. L'armée canadienne a utilisé un système d'œillet, que je vais détailler dans quelques minutes. Et une boucle classique, on pourrait dire, de type, ici, on peut voir en détail. On voit que c'est du ITW Fastex, donc on est vraiment dans du matériel bien connu et haut de gamme. L'attache est connue, sans problème. Et si je me souviens, il y avait 3 largeurs pour ces ceintures. Vous voyez, celle-ci a été utilisée. J'en ai quelques-unes en stock, dont d'autres tests. Ici, on voit MCI 344, ce qui était typique de l'armée canadienne. On mettait souvent notre nom de famille et les 3 dernières lettres, chiffres, pardon, de notre numéro d'assurance sociale, ce qui était typique. Et ici, j'ai quelque chose, je ne suis pas très sûr. Bref, ça semble être de côté. Et voilà, le tout est extrêmement de très bonne facture. Ce qui est très intéressant. Et, la taille, entre autres,
pour vous montrer, ce n'est pas des tailles standards. Même avec la ceinture P64 qui n'était pas au standard. Donc ici, regardez, on a 3 pouces et demi, ou pour en métrique, on est à 9 cm. Donc c'est une ceinture large. Et il y a une raison pour ça aussi, c'est que c'est une ceinture qui est non rembourrée, mais qui est très large et qui est fait, comme je dis, je vais vous montrer une vidéo et tout, qui est fait pour prendre sur les os du bassin et vraiment être bien serré pour bien répartir la charge. Donc c'est simple, mais c'est efficace et qui peut être utilisé avec énormément d'équipements. Et bien sûr, plusieurs personnes vont me poser la question « Hey, je suis tacticool. Est-ce que je peux utiliser des systèmes un peu plus modernes avec ma ceinture? » Il y a, oui, en partant, oui, sans modification. Bien sûr, vous n'allez pas avoir tous les avantages, mais les systèmes Moley, selon, ici, j'ai pris une poche utilitaire générale, mais oui, vous pouvez, dans certains cas, utiliser des poches modernes. Voyez-vous ici. Je ne dis pas que toutes les poches vont être aussi faciles, mais voyez-vous, celle-ci tient extrêmement bien. Et si, je vais sortir quelque chose ici, si vous voulez, vous avez un peu de talent et vous voulez modifier légèrement cette ceinture, vous pouvez mettre une sangle, par exemple, un passant de 25 mm ou un pouce, le standard, et le coudre simplement à l'arrière, et vous allez avoir un système Moley, ou pseudo-Moley, si je peux me permettre, sans vraiment changer les performances. Mais en ce qui me concerne, je peux vous dire que quand vous montez une Battle Belt, une ceinture de combat, à peu de frais, ça ne change pas grand-chose. Okay? Vraiment, là, je peux vous dire, là, ne soyez pas trop tacticaux. Mais je peux vous dire, c'est que vous pouvez avoir des systèmes hybrides avec des systèmes modernes sur ce type de ceinture. Et bien sûr, il y avait certaines modifications que les gens faisaient. C'est que les trous que vous voyez dans les œillets, là, j'en ai pas fait actuellement, mais je pense que c'est facile d'imaginer. C'est très facile de passer, par exemple, de la paracorde. Vous pouvez les mettre de manière linéaire, vous pouvez les mettre en X, pour vous créer encore ici un système, un pseudo-Moley. Donc, comme je vous dis, ça donne énormément d'opportunités. Il faut juste s'installer un petit peu et y penser. Parce que les gros avantages, et j'en parlerai à la fin de la vidéo, mais les systèmes CF82, enfin ici au Québec, au Canada, vous pouvez avoir un système complet. J'ai vu un harnais de combat au complet, relativement neuf, pour 40-50 $ canadiens. Donc, et ces ceintures, selon le surplus ou l'endroit, vous pouvez les avoir entre 1 et 5 $. Et je peux vous dire que quand elle est en bon usage, comme celle-ci est très bonne, il n'y a pas de trou, de rien. Je pense que le prix est encore dedans, peut-être, à l'occasion. Mais je pense, comme je vous dis, 3-4 $. Donc, une excellente ceinture où vous pouvez mettre vos couteaux. Certains équipements plus modernes sont compatibles. Et voilà, c'est toujours une question. Mais c'est du militaria, n'oubliez jamais, c'est toujours du militaria. Mais plusieurs personnes utilisent cette ceinture, dont un de nos fameux YouTubers québécois aime bien, a construit un système un peu de bushcraft avec cette ceinture. Donc voilà. Maintenant, poursuivons. Maintenant, nous avons ce que nous appelons le yoke. On va appeler en français, c'est l'attelage. Donc, c'est ce qui va sur vos épaules, qui s'attache à la ceinture par 4 points. Évidemment, on est toujours dans une époque pré-Moley. Donc, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses fort intéressantes avec tout cela. Donc, on retrouve encore ici dans le dos le même système que la ceinture. Dans le fond, c'est la même chose, sauf qu'on n'a pas le revers qui est comme en coton, mais on retrouve des points d'attache. Et je pense que j'avais mis une fois, j'avais expliqué, là, j'avais remonté. Quand on avait une machette, la USGI ou la Ontario Knife rentre exactement de la même place ici. Donc, pour avoir votre machette, comprenez-vous, un petit peu à la inversée à l'arrière. Sinon, ici, on attachait d'autres pièces d'équipement, dont la pelle en général. Généralement, ici, comme je vous dis, c'est la pelle, mais rarement qu'on la mettait, et vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Mais typiquement,
il y avait des pièces d'équipement qu'on mettait ici. Mais comme je vous dis, nous autres, des fois, on mettait... Et j'ai même fait des fois, parce dans l'infanterie, on est souvent au sol, et j'étais capable de porter... Soit je mettais une autre musette que je vais vous présenter dans quelques minutes, ou je mettais d'autres porte-chargeurs à l'arrière. Ça répartissait mon poids. Donc, le poids 3 à l'avant, 3 à l'arrière. Je pouvais mettre donc d'autres munitions. Donc, quand c'était accepté au niveau de l'unité, on pouvait faire une configuration assez intéressante. Donc, ici, on a une pièce d'équipement encore ici, très bien rembourrée. Donc, la répartition de la charge se fait très bien, je peux vous le dire. Donc, voyez-vous, là, c'est de bonne facture, c'est bien cousu, les points de renfort sont aux bons endroits. Et vous avez des passants. Évidemment, ce n'était pas pensé à l'époque pour ça, mais vous pouvez mettre maintenant un hydrapack, par exemple. Vous voyez, vous avez des passants ici pour des pièces d'équipement. Et anciennement, on mettait d'un côté gauche si vous étiez droitier ou l'inverse. Donc, on mettait ce qu'on appelle évidemment le bandage de campagne, ou dans notre temps, on appelait un bon cotex d'éléphant. Donc, c'était typiquement porté ici et on mettait ce qu'on appelle du gun tape et non du duct tape. Donc, on mettait du gun tape et on attachait souvent notre bandage de campagne ici. Mais évidemment, il y avait plusieurs manières. Il y a d'autres manières d'attacher d'autres pièces d'équipement plus modernes à l'avant. Pour le reste, c'est très simple. Vous allez voir tantôt, je vais vous expliquer le système d'attache, mais on peut déjà en déduire un peu avec ces espèces de dents à crochet. Donc, ajustable en longueur, à l'arrière et à l'avant. Donc, comme je vous dis, c'est un système qui est très simple. Et ce que j'ai regardé encore de manière plus moderne, j'ai regardé des compagnies modernes comme Condor, par exemple, et j'ai remarqué un de leurs harnais de combat est pratiquement une copie tactical du harnais de combat canadien qui était vieux de 30-40 ans. Mais comme je vous dis, c'est bien, ça répartit très bien, même une charge très lourde sur votre ceinture, ça permet une bonne répartition du poids, donc extrêmement important. Donc, tantôt, j'en parlais. Voici. C'est une pièce en passant qui est assez rare à trouver, surtout dans cette configuration-là. Pourquoi? Puisque l'armée canadienne, on a utilisé, enfin à cette époque, deux types de pelles. La pelle, la three-fold qu'on appelle, la pelle pliante américaine, et la pelle canadienne. Donc, cet étui venait en deux formats, un format long, ce qui est le cas ici, et un format un peu plus court, pour accommoder la pelle américaine qui était plus courte. J'ai eu beaucoup de misère à trouver des images et des trucs de même, mais je suis incapable de trouver. Je même demandé à certains de mes contacts et incapable de trouver la pelle canadienne. Mais l'étui lui-même, voyez-vous, le même système d'attache que je vais expliquer tantôt, s'attachait, comme je dis, en haut du harnais de combat. Mais c'est une pièce qui était assez rare. Évidemment, le système maintenant est modulaire. Donc oui, on peut le porter à la ceinture, on peut le porter d'une autre manière. Le porte-gourde et la gourde. Ici, j'ai le système pratiquement complet, un peu, on pourrait dire, d'entre différentes époques. Ici, c'est ce qu'on appelle, évidemment, très typique de l'armée britannique et ou l'armée canadienne, mais ce sont les attaches qu'on appelle de type espagnol. Donc, voilà, on tire. Et à l'intérieur, on retrouvait des fois la gourde normale, des fois la gourde, comme ici, NBC. Donc, voilà. À l'intérieur, vous aviez souvent votre verre gobelet. Et selon la configuration, selon l'époque aussi, vous pouviez avoir le support, voilà, pour faire votre super système complet. Donc, ça variait d'une époque à l'autre et ça variait d'une unité à l'autre aussi. Donc, ça dépendait de ce qu'il y avait de disponible. Mais ici, vous aviez le système à peu près complet, le plus moderne de mon époque, avec la gourde NBC. Et le gobelet et le porte, puis on peut faire des trucs intéressants. Donc ici, on a la gourde. Évidemment, ça avait un certain poids. Voyez-vous renforcé ici avec la sangle de 2 pouces. Donc, et l'attache à l'arrière. Donc, un système encore très intéressant. Et comme je vous dis, on va expliquer d'autres configurations tantôt. La fameuse musette, ou le backpack, comme on dit en anglais, c'est pour vous montrer justement. En fait, je vais vous le remontrer tantôt. Ici, j'ai des attaches vertes, quand même assez usées. Donc, le bas de patte se portait à l'arrière.
mais était fait aussi pour être porté de manière indépendante. Sur le côté, ici à l'intérieur, donc on détache. Donc, vous pouviez bien sûr cintrer le tout en haut avec un système, je pense qu'on appelle ça le système suédois. L'intérieur, vous avez une grande poche. Excusez-moi, l'éclairage n'est peut-être pas terrible, mais bon. Et vous avez une sangle à l'intérieur. Et vous avez deux poches de côté pour transporter diverses pièces d'équipement. Et bien sûr, cette sangle peut être sortie et attachée sur le côté pour en faire un sac de messager, un sac de côté ou un sac utilitaire général. Et plusieurs types de configurations. Évidemment, on est ici pour exposer le système et non toutes les configurations. Mais c'est un sac, comme je vous dis, solide, bonne facture, qui est fait pour des tâches générales. Généralement, on avait un peu notre système, on pourrait dire, dans certains cas, ça pourrait être vos habits de pluie. On mettait souvent, ça peut être une couverture, des serviettes. Bon, les unités changeaient des fois une configuration. Je vais vous montrer tantôt un autre type de configuration qu'on mettait avec notre kit de nettoyage. Et il y a la version, on peut dire, américaine, où c'est la machette qui était mise sur le long, par exemple. Évidemment, on n'est pas ici pour tout faire les différentes unités, mais pour vous montrer un peu l'utilité qui était d'usage militaire à une époque et qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant. Donc, comme je vous le dis maintenant, c'est des poches toujours modulaires. On peut en mettre une à l'arrière, mais dans certains cas, si vous êtes par exemple en mode bushcraft ou cueilleur par exemple, j'ai ici une configuration où j'ai mis 3 musettes autour de mon harnais de combat et c'est plaisant parce qu'on peut aller dans le bois et cueillir des champignons, des bleuets, des fruits, des trucs de même et avoir une très grande capacité de chargement. Et voilà. Il va y avoir le système aussi qui s'attache à l'arrière. Et pendant que je l'ai sous la main, le porte-respirateur ou masque à gaz, donc, qui peut être porté, qui était fait pour être porté de manière indépendante, mais qui peut être, voyez-vous, avec le même système qui peut être attaché sur votre harnais de combat. Donc, on peut enlever tout. Je pense que j'ai fait une vidéo sur les différentes poches pour des masques à gaz ou respirateurs, et j'explique un peu, mais on peut enlever totalement le harnais et, bien sûr, l'agrafer sur notre harnais de combat principal. Mais généralement, on le portait de manière indépendante, par-dessus ou en dessous, quelquefois, au niveau de la cuisse ou même au niveau de la ceinture, c'était selon. Il peut même être configuré pour être porté au niveau de la poitrine. Mais voilà, c'est pour vous montrer que c'est encore un système modulaire et compatible. Ici, nous avons le porte-baïonnette. Ici, j'ai une version modifiée, mais ça, c'est ma baïonnette C1 avec une attache de C7. Enfin bref, ne cherchez pas à comprendre. Mais comme à l'époque, il y avait des périodes de transition entre la FNC1 et la FNC7, donc quelquefois, on va avoir des versions C1, quelquefois des versions C7, et je crois qu'il y a 2 versions pour la baïonnette C7. Donc, cette pièce d'équipement qu'on retrouve des fois à un prix ridicule peut servir, évidemment, pour attacher, j'ai essayé différentes pièces. Moi, j'ai remarqué que mon détecteur de métal rentre extrêmement bien à l'intérieur. Donc, ça peut être évidemment pour un autre type de couteau qui pourrait être relativement compatible. Si vous avez du talent, vous pouvez quelquefois déplacer une pièce ou deux d'équipement, ce que j'ai fait à l'occasion. Sinon, c'est fait pour être porté des objets qui sont relativement longs. Donc, ça peut être des bâtons de marche, par exemple, ou des piquets de tente, ou peu importe. Bref, c'est une pièce d'équipement, comme je vous dis, des fois qui est... Je suis arrivé avec des surplus, des fois, il me les donnait directement. Donc, voilà. C'est une pièce d'équipement qui peut servir à d'autres usages. Et maintenant, ce qu'on appelle le KFS. C'est une petite poche utilitaire qui était faite. Pourquoi KFS? C'est pour Knife, Fork and Spoon. À l'avant, bon, on ouvre. Ici, désolé, je ne l'ai pas sous la main. Mais ici, on portait le petit kit pliable là, qui s'imbrique un dans l'autre, qui était vraiment une fourchette, une cuillère et un couteau, que l'on retrouve encore en camping civil ou militaire. Et à l'avant, ici, c'est une poche qui était faite pour, évidemment, c'est mon couteau de l'armée allemande, mais qui était fait pour le couteau utilitaire de l'époque, qui était le C5 Camillus. Mais vous voyez ici, mon couteau de l'armée allemande va très bien, et on va refermer ça. Et c'était porté. Donc, quelques outils pour manger, qui peut être bien sûr converti en d'autres trucs.
C'est une poche qui est très ouverte sur les côtés. Mais c'est optionnel, comme je vous dis. Puis ça porte extrêmement bien avec un couteau. Donc, on peut peut-être mettre des allumes-feu à l'arrière ou je ne sais quoi. Ou faire un petit kit de feu, comme je dis, des trucs. Mais encore là, c'est une poche utilitaire qui servait. Mais bien sûr, vous pouvez mettre évidemment vos fourchettes et autres civils ou militaires à l'intérieur. Mais voilà, c'était la poche KFS. Ici, nous avons les porte-chargeurs. Évidemment, il y avait deux armes différentes, donc deux époques. Ici, ce sont les C7. Mais il y avait les C1 qui étaient un peu plus courtes, un petit peu plus larges. Mais qu'est-ce qu'on peut... Ben, les deux étaient identiques dans leur utilisation. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? On retrouve encore les attaches espagnoles. Ici, bon, j'ai les chargeurs. Voyez-vous aussi, revêtement encore ici du 500D sûrement. À l'intérieur, on a de l'uréthane, donc pour protéger, imperméabiliser les trucs. Qu'est-ce qui est intéressant à la chose? Ici, évidemment, j'ai mis c'est deux chargeurs d'airsoft, évidemment, tout est safe pour YouTube. Et on a des sangles, donc qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on pouvait tirer la sangle, et on tire, et le chargeur sortait. OK? Je vais faire avec celui-ci. On prenait et on tirait. Hop! Donc, voyez-vous, vous aviez des sangles ici. Et ça fait... Donc, ça rend évidemment le changement de chargeur beaucoup plus rapide. Évidemment, vous deviez avoir des chargeurs qui étaient assez propres et récents, puisque ça s'effiloche à l'intérieur, ça s'use, et des fois, ça peut venir assez nuisible. Donc, voilà. On mettait les chargeurs ici, comme je dis, un exemple de chargeur de C7. Et à l'arrière, même système. Vous allez voir ces sangles-là ici, parce que ce système peut s'attacher d'une manière ou d'une autre. Donc, on a le velcro pour du rapide. Enfin, j'expliquerai ça tantôt. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on pourra faire, par exemple, pour du bushcraft, par exemple, de la survie? J'ai fait quelque chose de rapide. Donc, on exploite un peu le même système. Ici, par exemple, j'ai mis un S-bit, par exemple, un petit poids. Donc, hop, on tire, on a notre petit S-bit. Hop. Et, évidemment, on garde les choses. Puis ici, ben, voyez-vous, faire attention des fois, voilà. Il était un peu gros et serré. Quoique ce n'est pas une pièce, évidemment... Bon, c'est pris sur les côtés. Parce que souvent, je sors mes pastilles de combustible de leur boîte. Donc, bon, voilà. J'ai mis le paquet. J'ai fait ça un peu vite, là. Mais évidemment, vous pouvez avoir une vaste gamme, évidemment, d'usage. Mais c'était pour vous montrer, par exemple, pour avoir un petit kit. Quand vous pensez bien vos trucs, d'usage rapide. Évidemment, si ça nuit à vos opérations, vous pouvez littéralement couper les sangles, l'ajuster selon vos usages. Mais ça fait encore ici une pochette d'usage général fort intéressante et possiblement, évidemment, compatible avec son usage principal, évidemment, apporter des chargeurs. Donc, si vous avez une arme compatible, par exemple, donc voilà un porte-chargeur très intéressant et très efficace. Et maintenant, la poche utilitaire. Très intéressante pour plusieurs raisons. Évidemment, on voit les systèmes d'attaque. Ici, voyez-vous, c'est fait pour être replié. Vous allez comprendre pourquoi cette espèce de sangle avec les trous sont faits. Je crois que vous avez déduit déjà, mais voyez-vous ici, elle est faite aussi pour être simplement mis de côté. Donc, même attache espagnole à l'avant. C'est une poche au début qui était faite utilitaire, mais qui a pris un autre usage plus tard, parce qu'à l'introduction, exemple, de la FN-C9, la Minimi, cette poche a servi, entre autres, pour mettre les chargeurs, les cartouchières de 200 balles. Donc, je ne sais pas si... dans certaines fois, ils vont le spécifier en haut. Donc, même principe ici, c'est une poche intéressante puisqu'elle se replie à plat, comme vous pouvez voir ici, et avec deux options de longueur. OK? Donc, voyez-vous le velcro sur les côtés permet, on pourrait dire, de déplier le tout. En faire une poche qui contenait, entre autres, la fameuse gamelle. Désolé, je n'ai plus ma fameuse gamelle de l'époque. Mais on pourrait rentrer notre gamelle. Voyez-vous aussi les replis ici, à l'intérieur, avec du velcro. Et même système de sortie rapide. Donc, on rentre une pièce d'équipement. Et on a une sangle qui nous permet de faire sortir la pièce d'équipement. Donc, ces pièces-là, on peut en avoir une ou deux.
C'était selon l'ordre de marche de combat ou bataille ou peu importe. Donc, on mettait souvent nos imperméables, toutes sortes de choses à l'intérieur. Évidemment, c'était fait pour transporter une cartouchière, exemple, de 200 munitions. Je n'avais des boîtes, mais là, je ne les retrouve plus. Et qui pouvaient, bien sûr, comme j'explique, mis à 2 longueurs, 2 tailles. Donc, on peut évidemment mettre toutes sortes d'usages à l'intérieur, mettre nos outils, bon, tout ce qui va avec. Munitions supplémentaires, gourdes, peu importe. Donc, poche utilitaire, très intéressante, très pratique. Bon, il me manque une pièce ou deux, dont le porte-pistolet, par exemple. Et dans mon temps, le porte-boussole, par exemple, ou autre, était encore, lui, du P64. Donc, voilà. Peut-être que j'oublie une pièce ou deux, mais l'ensemble du harnais de combat, je viens de vous le présenter après dans toutes les pièces. Maintenant, voyez-vous ici, ce que j'expliquais tantôt, c'est que celui-ci, je l'ai avec des boucles noires. Ce qui arrive à l'occasion dans ce système-là. Ce sont les boucles, c'est encore du ITW, voyez-vous ici à l'arrière. On a une photo, mais ce sont des boucles legit, comme on dit. Regardez une manière, ici, c'était le l'étui de nettoyage de la FNC1 et qui peut être porté, voyez-vous, qui peut être porté à la ceinture régulière de 9 cm, mais qui était souvent, évidemment, porté d'une autre manière. Ici, c'était une manière de le porter donc, sur le dessus. Donc, évidemment, des fois, on était très large, on faisait que le mettre sur le dessus, mais vous pouvez utiliser la bande ici à l'arrière et sécuriser sur une des sangles pour s'assurer, évidemment, que la pièce d'équipement ne tombe pas. Ce n'est pas une partie officielle du système CF82, mais c'est une partie intégrante de nos attirails de combat. Donc, à l'intérieur, évidemment, il y a des divisions très particulières, faites pour les tiges, bon, les trucs. Mais encore ici, on est capable soit directement d'utiliser cette pièce d'équipement, par exemple, pour mettre toutes sortes de choses, des allumes-feu ou bon, peu importe, des briquets, voyez-vous. Bien des trucs intéressants. Ou bien sûr, avoir un vrai étui pour votre arme à feu. Mais sinon, la pièce peut être assez aisément modifiée, donc on peut enlever des séparateurs et en créer une poche utilitaire intéressante pour d'autres équipements. Mais je viens de vous montrer un peu. Ici, à l'intérieur, voyez-vous, j'ai mis mon poncho liner de l'armée américaine, ce qui était, quand on était chanceux, on troquait du matériel avec les Américains. Mais c'est pour vous montrer un peu la contenance. Mais ici, des fois, j'ai mis des bouteilles Nalgene au complet. C'est quand vous gérez bien vos équipements, c'est une musette qui contient énormément. Et comme j'ai dit, on pouvait la greffer en haut du harnais de combat. Et vous aviez un harnais de patrouille longue durée, 24 heures. Et si vous étiez un survivaliste, peut-être beaucoup plus. Donc, voilà pour cette petite pièce d'équipement. Donc, ici, on va commencer à reconstruire notre harnais. Et j'avais une petite idée aussi, je vais faire une vidéo séparée, mais ici, j'avais déjà vu un de mes chefs, je crois, qui avait cette petite pièce d'équipement à l'époque, qui est un cache lumière chimique ou scie-allume. Vous tourniez, donc ça expose, ainsi de suite. Et on pouvait le glisser, soit l'attacher, bien sûr, avec son attache, mais c'était pas très, très solide, mais on le glissait simplement dans les sangles. Et vous pouviez avoir une lumière, comprenez-vous, variable, qui projetait vers l'avant ou peu importe. Donc, c'est pour vous montrer un truc. Puis on avait évidemment de l'autre côté notre bandage de campagne ou autre pièce d'équipement. Maintenant, je vais expliquer le système d'attache. Donc, ici, on est de dos. Donc, si on voudrait porter, par exemple, de manière civile ou bushcraft, on n'a peut-être pas besoin de la musette, parce qu'il y a une certaine importance dans l'ordre d'attacher toutes ces choses. Donc, si vous vouliez juste un harnais pour faire une répartition de poids efficace sur vous, pas de problème. Tout ce qu'on a à faire, c'est on aligne bien nos trucs. Donc, voyez-vous ici une séparation. À peu près ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, environ. Voilà.
Évidemment, c'est selon votre goût. Si pour une raison ou pour une autre, vous voulez décaler, c'est comme bon vous semble. Mais le système est fait pour être attaché. D'où ces sangles qu'on voit avec les deux œillets sur quelques pièces d'équipement que je vous ai présentées. Donc, la musette elle-même pourrait être attachée immédiatement ou après aussi. C'est selon. Évidemment, nous, on l'attachait de manière régulière et les sangles avec les attaches, je ne sais pas s'il y avait un nom particulier, donc on allait attacher à l'arrière, donc ça sécurisait de manière formidable, on pourrait dire, le harnais de combat. Mais si pour une raison ou pour une autre, vous voulez être un peu plus mobile, donc pour enlever votre musette ou la rattacher, donc vous attachiez tout simplement ici sur la ceinture et vous allez mettre ensuite la musette. Maintenant, comment attacher le tout? Comme expliqué plus tôt, on a deux comme pattes, griffes, et on va faire la configuration habituelle, donc insérer une griffe dans un œillet, et ensuite, avec un tour de doigt, plier le plastique pour faire entrer le deuxième œillet. Évidemment, là, je suis en mode caméra, donc voilà. Voyez-vous? Attaché. Et ici, le velcro, c'est comme glissé en dessous. Voilà. Donc, selon la situation, le velcro pourrait être mis par-dessus ou par en dessous. Dans ce cas-ci, on va y aller par en dessous pour l'instant, puisqu'on n'a pas fait les ajustements finaux. Et on va faire la même chose de l'autre côté. J'aurais dû commencer avec la ceinture avant, mais c'est pas très grave. Tant que vous comprenez comment le système fonctionne. Donc, voyez-vous, on a un centre. On aligne les pattes et les œillets. Et on fait le même principe ici. On va rentrer nos deux griffes sur les œillets. Et la même chose en bas, avec toujours une grande dextérité en pliant le plastique. Et ensuite, on sécurise avec le velcro et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, voilà notre configuration arrière principale. Donc, notre musette est sécurisée sur la ceinture, bien centrée. Et évidemment, les harnais vers l'attelage sont sécurisés comme démontré dans la section précédente. Maintenant, il va s'agir de savoir comment on veut configurer notre harnais. Est-ce qu'on veut mettre les porte-chargeurs ou non, puisque les attaches à l'avant vont se sécuriser, par exemple, sur les porte-chargeurs ou autres pièces d'équipement. Donc ici, on va la configurer encore en mode standard. Donc, je vais y aller avec les porte-chargeurs. Généralement, on avait, évidemment, un porte-chargeur, donc 2 chargeurs. Mais ce qui pouvait arriver à l'occasion, c'est qu'on double la quantité aussi. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait à l'arrière cette sangle à œillet et on la repliait et on mettait du ruban, du tape ou peu importe. Mais ici, je vais garder la configuration standard. Il s'agit de savoir aussi à quelle distance par rapport. Donc, ça dépend de votre taille, votre grandeur. Donc, ici, environ, je vais les mettre assez près vers le milieu ici, donc au deuxième œillet. Vous voyez encore, on retrouve encore le même système qu'on retrouvait sur la musette à l'arrière. Donc, on va attacher le chargeur et ensuite la sangle avec les pattes. Ça paraît plus compliqué, évidemment, aux vidéos ici, puisque j'essaie de vous montrer, avec toutes les sangles qui circulent, mais ça paraît compliqué, mais en fin de compte, c'est très simple. Parce que j'essaie toujours de garder l'angle avec la caméra pour rendre la chose visible. Voilà. Et ensuite, on referme. Et on va faire la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Donc, mes 2 porte-chargeurs ont été installés. On retourne nos sangles avec nos œillets. Et maintenant, on va faire la même chose que la musette. Et on va attacher nos pattes sur nos porte-chargeurs. Et voilà. Donc voilà, vraiment, nous avons ici un harnais vraiment de base. Donc,
Notre musette est attachée à l'arrière avec nos 2 points principaux et à l'avant avec nos 2 porte-chargeurs attachés. Donc, nous avons 4 points. Le système maintenant de base est prêt à configurer avec nos nouvelles pièces. J'avais presque oublié. Les pochettes diffèrent des fois d'une époque à l'autre. Comme ici, mon KFC n'a pas... Il faut rentrer le KFC avant de mettre d'autres pièces d'équipement, qui se trouveraient généralement à la droite ici. Et mon porte-baïonnette, c'est la même chose ici, c'est l'ancien modèle, donc je ne peux pas l'installer ou le détacher. Donc, il faut que je le rentre avant les portes-chargeurs ou toute autre pièce d'équipement. Donc, généralement, comme je vous dis, ce serait ici à droite et ici à gauche. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais démonter mes chargeurs d'un côté et de l'autre et rentrer mes 2 pièces d'équipement et je vous reviens. Bon, et voilà par la magie de l'édition du montage vidéo. Donc, j'ai mis ici, de mon côté gauche, le porte-baïonnette. Ici, pour le besoin de la cause, j'ai mis mon Glock M78 légèrement modifié, qui va très bien avec ce porte-baïonnette. Et de mon côté droit, ici, j'ai mon KFS et j'ai mis mon couteau allemand juste pour donner un peu de volume. Maintenant, il nous reste, par exemple, notre poche utilitaire et notre gourde. La gourde, généralement, va aller ici à droite et l'utilitaire va aller ici à gauche. C'est ce que je vais faire maintenant. Et voilà, après quelques minutes, nous avons une configuration de base relativement typique. Bien sûr, il peut y avoir des différences entre gaucher et droitier ou une configuration de mission. Mais voici une chose, une configuration qui serait très pratique. Donc, j'ai mis un petit peu d'objet pour tenir le tout avec ma baillot. Maintenant, il pourra y avoir, bien sûr, comme je disais, plusieurs modifications. On pourrait mettre 2 gourdes, exemple, pour mieux répartir le poids. Exemple, si ici, on aurait au niveau du porte-chargeur C9 des munitions. Bon, comme j'expliquais, le principe est, bien sûr, d'un point de vue militaire, la répartition des charges et des poches va être différente. Si on se met dans un contexte survivaliste, bushcraft, on peut commencer à déplacer des pièces pour mieux répartir le poids. Bon, j'ai fait quelques petits ajustements. Ensuite, quand votre harnais est monté selon votre goût ou les ordres de votre unité, ce qui arrivait souvent, comme j'expliquais un peu en début de vidéo, c'est qu'on utilisait souvent du gun tape pour, exemple, fermer les boucles, puisque ces types de boucles n'avaient pas encore un système comme je retrouve, exemple, sur mon Field B des Marines. Donc, on faisait des petits paquets et on pouvait attacher. Évidemment, il y a plusieurs sangles qui vous permettent de, évidemment, réduire les sangles qui seraient inutiles. Mais comme je vous dis, c'était souvent des choses qui étaient opérées sur le terrain. Des fois, on pouvait mettre un groupe sanguin. Donc, c'était vraiment beaucoup de choses. Ici, j'ai remis, ici, vous voyez, mon kit de nettoyage. Et souvent, on pouvait rouler, exemple, le matelas de sol, la machette, comme j'expliquais tantôt. Donc, c'est selon votre configuration. Mais comme ici, on n'est plus dans l'armée, comment on peut utiliser ce système-là pour notre usage? Eh bien, voilà, c'est en, bien sûr, mettant les pièces, en trouvant des usages créatifs avec ces différentes choses, en les déplaçant. Plusieurs personnes, un peu à la mode Vietnam, on peut utiliser, par exemple, 2 gourdes de chaque côté. Utiliser, comme j'ai montré tantôt, les porte-chargeurs avec d'autres trucs, peut-être avec une vraie arme à feu qui serait compatible avec ces types de chargeurs. Vous pouvez aussi retrouver les chargeurs de type C1 qui sont plus larges un peu, donc ceux qui auraient des carabines ou des équivalents en 308 ou 762 mm pourraient trouver ces types de chargeurs. Ici, c'est bien sûr les 5,56, donc assez compatible avec beaucoup de choses. La poche utilitaire peut être remplie de toutes sortes de trucs, imperméables, kit de premiers soins.
Vous pouvez doubler, tripler. Et en haut, maintenant, je vais rajouter dans le haut le porte-pelle, par exemple. Comme je vous dis, si vous n'avez pas de pelle pliable ou un équivalent, c'est une pièce d'équipement qui va être beaucoup plus rare. Mais je vais la rajouter ici pour vous donner un look et peut-être faire un look final un peu pour vous montrer un 360 degrés. Ensuite vient la phase un peu finale de faire des ajustements. La ceinture est faite, comme j'expliquais, pour être portée sur les os au niveau des hanches, pour bien sécuriser, un peu comme un pack-sac aussi. Bien sûr, vous pouvez ajuster à l'avant et souvent à l'arrière, vous pouvez demander à quelqu'un d'autre, ce qui était le cas souvent, de ajuster les sangles à l'arrière. Ensuite, bien vérifier si le poids est bien réparti. Et on terminait, comme j'expliquais tantôt, on tournait les trucs, on les attachait, on mettait du ruban ou peu importe pour finaliser son ajustement. Donc, évidemment, ici, la majorité de mes poches sont vides. Donc, le poids se répartit un peu différent. Les sangles semblent spécialement à l'arrière, mais la pelle a un certain poids. Donc, voilà. Mais c'était très, très, très rare. J'ai rarement vu une configuration avec la pelle qui était positionnée selon ce qui était demandé aux ordres de garnison. C'était plus souvent rien ou une pièce modifiée. Donc, voilà. Donc, en conclusion, est-ce que le système CF82 est encore utilisable, on pourrait dire, au 21e siècle? Oui, mon avis est oui. C'est un système qui a été éprouvé durant des décennies, fiable, extrêmement solide, très endurant et aussi pas très cher. Donc, avec un peu de créativité et de talent, vous êtes capable, comme j'expliquais en début de vidéo, d'utiliser de la paracorde, du ruban pour modifier, déplacer des pièces d'équipement, rajouter, bref, le configurer comme bon vous semble et faire vos missions, évidemment, opérationnelles, ça peut être du bushcraft, ça peut être de la survie. Et voilà, c'est une chose que plusieurs utilisent encore maintenant. Et voilà, donc j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, que j'ai pris une perspective un peu différente sur ce système. Et je vous invite donc à faire vos recherches et à vous monter un système CF82. Donc merci de m'avoir écouté, à la prochaine.